à proposer et on définit du coup le plan de bataille, c'est-à-dire potentiellement s'il y a des besoins en renforcement nécessaires, et ben, on les instruit, que ce soit sur des questions de maillage ou des questions de rebours. Voilà, qui nécessitent un... Donc tout ça, c'est des investissements qui ne sont pas pris en charge par les porteurs de projets, qui sont pris en charge par les opérateurs de réseau à partir du moment où les conditions sont réunies. Et généralement, les conditions, c'est avoir des projets qui avancent dans la file d'attente, et, enfin au registre, et avoir suffisamment de volume pour permettre, au regard de l'investissement qu'on porte. Et juste un petit chiffre, parce qu'on a fait l'exercice avec GRDF, sur les régions Bretagne et Pays de la Loire, c'est un peu plus de 130 millions d'euros qui sont planifiés d'investissement dans les réseaux, pris en charge par les opérateurs de réseau, et donc pour faciliter le développement de l'injection. Oui, merci Romain. J'allais juste pour compléter l'échange, c'est que en fait notre responsabilité, c'est vraiment de réussir à évidemment vous raccorder vos projets dans les meilleures conditions en termes de coûts pour que votre projet soit faisable. Et il faut surtout qu'on s'assure que la production soit consommée, parce que s'il y a moins de consommation que de production, l'infrastructure, elle a beau être là, pas le chiffre d'affaires. Donc il faut absolument qu'on fasse évoluer, qu'on anticipe le plus possible pour éviter les situations où on se retrouverait avec trop de production par rapport à la consommation. Et donc c'est pour ça qu'on fait ces investissements et que c'est très important qu'on puisse anticiper et planifier. Et c'est vraiment à ça que servent d'abord la commande de l'étude détaillée, c'est d'avoir la connaissance sur le territoire de comment faire évoluer l'infrastructure pour que le moment venu, 3 ans plus tard, souvent on va dire 3-5 ans plus tard, l'infrastructure réponde à votre besoin de production. Et donc c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à accompagner dans l'émergence les projets pour qu'on puisse avoir la bonne infrastructure le moment venu et bien vous accompagner. Ouais. Là, ce que vous voulez dire, c'est que s'il y a une extension de réseau, là, vous faites une étude de faisabilité par rapport entre production et consommation. Mais si il n'y a pas d'extension de réseau, je ne sais pas si il y a toujours extension de réseau. Si l'unité de méthanisation, je ne sais pas, moi, est à 150 mètres ou 200 mètres du réseau. Oui. Là, il n'y a pas d'extension. Enfin, je sais pas. Là, l'extension est ridicule, c'est sûr. Par contre, c'est pas pour autant qu'on est à 150 mètres du réseau que les consommateurs qui sont à 150 mètres et derrière consommeront la production que le site va faire. Et donc, il faut parfois que ce réseau qui est très proche soit connecté à un réseau qui est plus lointain. C'est ce qu'on appelle, enfin, on va faire, c'est ce que disait Romain, un maillage. On va devoir aller chercher les consommateurs qui sont plus loin. Mais cette partie-là du tuyau, on le prend en charge dans le cadre du service public du gaz. Le porteur de projet ne paiera en effet que lui l'extension. Il paye l'extension. C'est comme pour le réseau d'électricité en cas de photovoltaïque. C'est ça. C'est les mêmes règles. Les mêmes règles. À une petite différence près, c'est qu'il y a un timbre d'injection quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même une contribution de tous les producteurs à ce que l'infrastructure évolue pendant leur fonctionnement. Donc ce timbre, il est défini nationalement en fonction de la catégorie de travaux sur la zone. Et il faut considérer, donc ça va évoluer un petit peu forcément, qu'il faut quand même compter à peu près 2 euros du mégawattheure. Allez, 2 euros du mégawattheure dans le business plan. À chaque fois qu'on injecte de l'énergie sur le réseau, eh bien tous les producteurs vont contribuer à l'évolution de l'infrastructure. Alors c'est 2 euros du mégawattheure. Voilà, à peu près, hein. Prenez cette hypothèse-là, c'est plus fin que ça, mais voilà. La première, c'était simplement pour qu'on puisse se présenter. On a déjà la consigne a tenu 2 personnes. Bon, c'est pas grave. Juste rajouter un petit complément sur la réfaction, parce qu'effectivement, en réalité, le porteur de projet ne paye pas 100% de son branchement, l'extension qui est vraiment dédiée au projet. Il en paye 40%, parce que 60% est prise par les opérateurs de réseau pour justement faciliter le raccordement. Donc voilà. Concrètement, est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur de prix de combien ça coûte à peu près 1 kilomètre en moyenne pour se raccorder? 1 kilomètre chez nous. Non, je vais laisser Henri. Romain va te dire 100 mètres chez vous. En fait, c'est évidemment l'étude et la demande d'étude qui va nous permettre de donner des éléments
Et en fait, à chaque fois qu'on est contacté, qu'on est sollicité, on essaye de donner des budgets pour essayer de réfléchir. Mais décemment, aujourd'hui, il faut quand même partir, même si on ne le sait pas encore, que 10% de l'investissement, c'est le raccordement, à peu près. Si c'est plus de 10%, c'est que ça va coûter cher. Si c'est moins de 10%, c'est que c'est super optimisé. Mais voilà, 10%, c'est à peu près une bonne cible, quoi. Moi, j'avais en tête 40 € du mètre réfaction incluse. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes à peu près? Sur le réseau de transport, les ratios sont à peu près les mêmes, sauf qu'on ne va généralement pas chercher des très longues distances, parce qu'on est sur un réseau acier haute pression, ce qui fait qu'il faut qu'on soit directement très très proche de la canalisation existante. Généralement, vous voyez, on est dans les champs avec des petites balises jaunes, donc c'est pour manifester, voilà, c'est ce qui représente la présence de notre réseau. Mais voilà, donc la différence vraiment et la complémentarité entre les réseaux de distribution et les réseaux de transport, c'est qu'on a la capacité d'injection parce que 100% de la consommation globalement d'un territoire passe par notre réseau. Donc on alimente toute la Bretagne, on alimente toute la région Pays de la Loire, y compris il y a du transit aussi interrégion, donc on a des quantités d'énergie qui sont assez importantes. Par contre, la contrainte, c'est que du fait d'être en réseau acier et dans réseau haute pression, on ne peut pas faire des extensions à foison, c'est un coût important. Et donc, si on se raccorde directement sur notre réseau, il faut que ce soit vraiment très très proche du réseau, globalement à 100 mètres. C'est à peu près la moyenne de raccordement, 100 mètres de branchement. Par contre, la force du réseau de distribution, c'est pouvoir faire des extensions très très facilement, avec des coûts qui sont totalement abordables, et du coup de pouvoir serpenter dans les territoires pour pouvoir trouver les projets et les raccorder. Et là où on s'unit vraiment, c'est sur les rebours qui nous permettent de bénéficier du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire vraiment la capacité d'extension du réseau de distribution et les capacités d'injection du réseau de transport pour pouvoir aller chercher les consommateurs un petit peu plus loin sur le territoire. Est-ce qu'on peut résumer vos propos par dire que si on se pose la question de l'injection, en premier lieu, il faut aller voir GRDF. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça pour avoir cette étude de faisabilité et de dire que, quoi qu'il arrive, on essaye aujourd'hui, vous essayez de trouver des solutions et que même si on est éloigné du réseau de gaz, les solutions existent d'un point de vue même une rentabilité technico-économique. J'entendais hier que vous avez raccordé une unité à 21 km en Bretagne. C'est aujourd'hui plus la distance qui forcément un frein, quoi. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? De toute façon, dès qu'on est sollicité, on se parle tout de suite pour trouver la meilleure solution pour le porteur de projet. Voilà. Donc, et ça intervient à quel stade, peut-être pour les porteurs de projets qui sont là? Quand est-ce qu'il faut aller vous voir, GRDF? Mais, voilà, mais je rajouterais quand même une chose importante là-dessus parce qu'effectivement, ces aspects réseau, ils sont importants. Et comme il a été dit, l'idée, c'est quand même que GRDF, enfin, les gestionnaires de réseau, connaissent le plus en amont possible les potentiels porteurs de projets sur une zone. Et c'est pour ça qu'on mène souvent en commun des actions d'émergence sur les territoires pour effectivement appréhender, connaître, même si ce n'est pas des porteurs de projets qui vont se lancer tout de suite, connaître les gens qui sont intéressés par la méta, parce que ça joue sur effectivement ces travaux éventuellement d'optimisation des réseaux en amont pour effectivement prévoir l'émaillage en conséquence et orienter les travaux finalement sur une zone. Et donc c'est important effectivement d'anticiper ces aspects-là également. En facilitant l'émergence simultanée des réflexions autour de projets, quoi. Voilà. C'était un tour de table. Hugo Kay, je travaille à l'association Elle. On est entre autres dans nos missions le relais de l'ADEME, l'Agence de la transition énergétique et de la maîtrise de l'énergie, qui occupe une partie de nos missions. Et on a d'autres activités en recherche et développement en lien avec les laboratoires de recherche que vous connaissez, Arvalis et l'INRAE. Et on est le relais local aussi de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France qui devrait arriver pour se présenter prochainement. Concrètement, c'est les agriculteurs méthaniseurs qui se mettent ensemble en réseau et un syndicat, on va dire, pour des activités de lobbying, mais aussi d'échanges échangés entre producteurs, bénéficier et mutualiser l'expérience. Vous avez aujourd'hui la première unité en injection en Pays de la Loire, c'est 2014. Et vous arrivez au cœur de l'actualité parce que l'association régionale des Pays de la Loire a été créée hier pour justement avoir des échanges locaux. Et ce n'est pas du tout les exploitants qui sont que la cible des agriculteurs méthaniseurs de France.
Il y a aussi les porteurs de projets comme vous pouvez déjà adhérer, vous avez des tarifs, l'ordre de grandeur, j'ai plus ça en tête, mais ça doit être peut-être 200 ou 250 euros par an l'adhésion, ce qui reste un coût mesuré. Et vous avez vraiment un pôle dédié aux porteurs de projet avec pareil du mise en réseau et une personne qui est dédiée aussi à l'animation pour répondre aussi aux questions si nécessaire. Est-ce que peut-être, je ne sais pas, j'ai envie de vous donner la parole à vous parce que nous on avait en tête des sujets mais vous en avez aussi probablement. Est-ce que peut-être vous pouvez, si vous avez peut-être des questions, donc dans ce cas-là on est prêt à y répondre et à trouver voilà, du temps pour si nécessaire. Bon, moi, je vais me lancer parce qu'autrement, ça ne va pas avancer. Moi, je suis un peu, peut-être un peu en dehors du sujet. Je ne sais pas, moi, je représente une collectivité locale. On a pris la compétence assainissement et du coup, je suis devenu responsable aussi directeur de service assainissement. Donc, c'est une collectivité qui a 28 communes avec une grosse commune principale qui a 4000 équivalents habitants au niveau assainissement. Et l'idée, c'était, et le réseau de GRT passe, alors c'est dans le Tarn-et-Garonne, hein, pardon, excusez-moi, c'est pas ici, mais enfin, pareil. Hein. Et donc, voilà, donc je me pose la question, parce qu'à l'heure actuelle, on collecte tous les bouts des 20 autres communes, on les ramène sur Valence d'Agen, donc ça fait des coûts. C'est surtout de l'eau qu'on transporte en plus. On a une presse à bout, on les presse, et après on les renvoie en déchetterie ou en usine de traitement. Donc moi, mon idée, c'était pourquoi de supprimer la presse à bout, faire un truc de méthanisation, le réseau gaz est à côté, voilà. Donc moi, j'en suis vraiment au stade d'idée, quoi. Et donc voilà, je ne sais pas par quel bout passer, il y a l'étude de faisabilité, bon, il y a déjà le raccordement, c'est déjà un point. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses dans vos propos. Donc la question de la faisabilité, je pense qu'il y a effectivement une étude à mener, ne serait-ce que pour identifier quelle est la productibilité de votre gisement. C'est-à-dire finalement quel est le niveau de production que vous pourriez avoir en biométhane. Ça c'est le point clé parce que c'est l'élément qui va vous permettre de pouvoir... et oui, c'est vrai que quelle que soit la nature du projet, c'est ça. Et ça, c'est la première question en fait qu'un gestionnaire de réseau ou même qu'un AMO, qu'un constructeur va vous poser comme question, c'est tout de suite globalement, c'est quoi votre Cmax, hein, votre production annuelle de biométhane. Donc ça, c'est un point important. Pourquoi ? Parce que ça va au-delà des questions sans parler de business plan, etc. En parlant de raccordement sur le réseau de transport, donc là, on n'est pas chez nous, GRT Gaz, on est chez Terega. En fait, oui, c'est ça. Et en fait, il ne faut pas à ce stade-là directement se poser la question du raccordement. Ce qu'il faut faire effectivement, c'est regarder cette question de production. Ensuite, vous allez voir un gestionnaire de réseau, que ce soit Terega ou GRDF localement, pour pouvoir voir les opportunités de raccordement. Derrière, eux, ils vont se mettre en relation pour pouvoir voir quelle est la solution qui est pertinente. Si vous avez une capacité de production qui est importante et peu de capacité sur le réseau de distribution, il peut y avoir un intérêt de se raccorder directement sur le réseau de Terega. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, ce serait le réseau de distribution. Là, vraiment, la première étape, c'est la question de la production. Et derrière, c'est aller taper à la porte de Terega. Si vous n'avez pas des contacts, on peut vous en donner pour voir, pour commencer à faire la suite en termes de raccordement. Il y a un seuil mini de raccordement ? Oui, c'est pour ça. Il y a un seuil mini. Alors, je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne connais pas exactement les seuils mini côté Terega. Nous, généralement, côté GRT Gaz, on a les mêmes problématiques que Terega. Notre seuil technique, il est globalement à 100 mètres cubes heure. C'est le seuil technique, c'est-à-dire qu'on sait techniquement, en fait, pour des questions d'odorisation, on a du mal à odoriser en dessous, c'est un peu compliqué. Donc c'est le seuil technique. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est le seuil de rentabilité, enfin, c'est le seuil économique. Le seuil économique, globalement, les premiers projets qui viennent nous voir, ils sont à hauteur de 150 mètres cubes heure. Voilà, c'est les premiers. Parfois un peu moins, mais c'est plutôt dans une optique de grossir et de passer 150, 180 mètres cubes heure. Donc c'est pour ça que je parlais de production, c'est vraiment ça qui est important parce que ça va driver la suite et peut-être que vous serez au-dessus.
peut-être que vous serez en dessous. Moi, je pense que plutôt que ce sera en dessous. Et du coup, il y aura peut-être d'autres solutions et les solutions de distribution. Je voulais compléter le propos de Romain pour l'élargir à toute la réflexion sur la méta, mais c'est la même chose. En fait, tous les porteurs de projets s'interrogent d'abord, est-ce que je suis raccordable? Mais la réponse qu'on fera, elle est aussi fonction du niveau de production. Hein, et donc, c'est vrai que même chez GRDF, on a un seuil mini aussi pour que ça marche. Et donc, c'est pour ça qu'on ne branche pas des toutes petites unités et qu'il y a de la cogénération encore qui se développe. Et donc, l'injection ne s'envisage pas sur le réseau de distribution en dessous de 50 normaux mètres cubes heure. Économiquement et techniquement, c'est pas, voilà, ne perdons pas notre temps. Si vous êtes à ces puissances-là en agricole, faites une cogé, quoi. Par contre, si vous avez l'ambition d'augmenter et que les 50 c'est très prudent, que vous avez dégradé tous vos potentiels de production, etc., c'est important de le savoir parce que là, finalement, peut-être que le 50 il était juste prudent et que oui, on va pouvoir vous accompagner. Et voilà. Mais c'est vrai que ce 50, bah, ça fait que c'est pas une solution GRT Gaz, même si vous êtes à côté du réseau de transport. C'est trop petit pour le faire. Ouais. Donc si effectivement on élargit un peu, peut-être la première réflexion que vous devez avoir, c'est justement quel gisement. Mais avant de se poser quel gisement, parce que cette valeur, elle va être fonction de pourquoi vous faites de la méthanisation et quels sont vos objectifs derrière. Et là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vous, pourquoi vous voulez faire de la méthanisation. Ça peut être une réponse assez simple, je veux gagner de l'argent, donc ok, et comment je m'adapte. Mais ça peut être aussi une réponse un peu plus complexe. Vous pouvez être satisfait de votre marge sur blé, vous ne voulez pas toucher vos blés. Un jour, vous m'avez dit, bah, moi je veux conserver la valeur alimentaire, enfin mon autonomie alimentaire, en tout cas pas la dégrader. Donc à partir de ces réponses et ces objectifs-là, les réponses quel gisement disponibles vont être complètement différentes. Donc vraiment en zéro, il faut vraiment dire, bah, ok, bah, pourquoi je veux faire de la méthanisation et à l'inverse, qu'est-ce que je ne veux pas en faisant de la méthanisation. Et à partir de là, effectivement, ça va vous déterminer bah voilà, quel gisement. Et pareil, au niveau humain, comment je veux m'investir. Est-ce que je veux être au taquet ou est-ce que je veux prendre des marges de sécurité parce que je préfère? C'est-à-dire, est-ce que je vais considérer 100% de mon gisement ou peut-être 60-70% pour en garder sous le pied au cas où? Ça, c'est vraiment des premières choses que vous devez poser et c'est ça qui va être vraiment en fonction du gisement derrière. Et à partir de là, effectivement, il faut quantifier le gisement. Quantifier et le qualifier. Quantifier, c'est combien j'ai de lisier, combien j'ai de fumier, combien à partir de mes objectifs je peux produire de cultures intermédiaires à vocation énergétique, lessive, est-ce que je peux dédier un peu de maïs, etc. Et est-ce que peut-être j'ai une COP dans le coin qui a des issues de silos, enfin bref, voilà, ça peut être aussi ça dans la boucle. Et qualitativement, il faut faire des analyses de matière sèche. C'est vraiment important. Ce qui va produire du gaz, ça va être cette matière sèche-là. Une analyse de matière sèche vaut 50 ou 70 euros. Vous avez sur fumier, voilà, entre un fumier mou et un fumier en litière accumulée, ce n'est pas les mêmes pouvoirs méthanogen, ce n'est pas les mêmes quantités de matière sèche. Donc c'est vraiment la matière sèche qui est important. Et pareil, ça vaut 50-70 euros, donc faites-le. Mais faites-le d'un truc, quelque chose qui est assez représentatif de vos pratiques et de votre élevage. Faites-en 2 ou 3 si besoin, si en fonction de l'année, vous n'avez pas les mêmes types de fumier, etc. Et un point, prenez le frais parce que prenez le frais. Prenez-le le plus représentatif possible de vos pratiques. Si aujourd'hui vous curez une fois par semaine et que demain vous prévoyez de curer 2 fois par semaine, faites un fumier qui est curé 2 fois par semaine, plus proche des pratiques futures. Et n'oublie pas aussi de qualifier la saisonnalité, parce que ça pareil, un gisement de 10 000 tonnes, 30 tonnes par jour versus un gisement de 10 000 tonnes une fois dans l'année, c'est pas la même chose, évidemment, après dans la conservation. J'enlève un peu les ensilages derrière, parce que même si les ensilages de cible, c'est au mois de mai, on les met dans un silo qui est un peu un frigo, donc c'est comme si c'était pas saisonnier finalement, quoi. Mais voilà, il y a aussi tout ça à bien quantifier, et ça part vraiment, j'insiste, de vos objectifs, parce que c'est vraiment ça qui va tout déterminer ce qu'il y a derrière, et vos potentialités. Et à partir de là, effectivement, comme disait Henri, on le convertit en énergie et on répond à la question, est-ce que oui ou non, mon projet, il est viable? A priori. Après, il y a plein d'autres choses qui vont entrer en jeu, mais a priori, est-ce qu'il y a un petit go ou un petit no-go déjà? Et s'il y a un no-go, bah, c'est est-ce que vous êtes prêt, oui ou non, à ouvrir votre capital, c'est-à-dire peut-être à partir en collectif ou à avoir un autre acteur du territoire? Et ça va bien partir de là, et si jamais ça ne correspond pas, ça peut s'arrêter là, mais après c'est comment ouvrir effectivement. Mais en tout cas, les seuils qu'on peut avoir, c'est effectivement, si vous avez 30 vaches en allaitant, ça ne va pas être suffisant pour faire de l'injection. Probablement pas en cogénération non plus. Les seuils effectivement qu'on voit en injection, c'est quand même de 10 000 tonnes par an environ, et effectivement ce qu'on voit aujourd'hui à 60-70 normaux, 80 normaux, c'est 60% des flux d'élevage, donc 6 000 tonnes lisier fumier, et le reste en cive et en maïs, c'est à peu près ça qu'on voit en production.
Je sais pas qu'on avait soumis des questions. Je sais pas si vous avez des demandes particulières, ouais, parce qu'on rebondit sans arrêt là. Mais est-ce que vous avez des demandes particulières par rapport à... Et je sais pas à quel niveau vous en sont. Ouais. Ah voilà, tu les connais mieux. Bonjour, Bonjour. du coup, donc Anaïs Rué. Je suis agricultrice avec mes 2 frères. On reprend l'exploitation de nos parents cette année et on a 450 truies, naisseurs, engraisseurs et 600 hectares. Et du coup, le projet de demain pour nous, c'est de s'installer, c'est de créer une méthanisation pour gérer nos effluents d'élevage. Mais on est un peu avancé quand même dans le projet de ce que j'entends, puisque on a rencontré 5 constructeurs, on a rencontré Hugo pour gérer notre assolement, enfin pour voir les impacts que ça pouvait avoir sur notre assolement, sur les cultures intermédiaires. Donc aujourd'hui, nos questions, c'est plutôt nous continuer essayer de bien maîtriser le sujet avant de se lancer, on rencontre les banques dans 2 mois. Donc pour nous, c'est ça, c'est continuer de bien maîtriser le sujet et puis après, les constructeurs, ils ont chacun leur offre, chacun leur fonctionnement. Et donc, pour nous, ça va être maintenant, c'est de statuer sur quel fonctionnement sera le plus adapté pour nous, en fait. Voilà. Bah, tout à fait. Ah bah là, on est effectivement. Ça fait la suite un petit peu au discours d'Hugo, parce qu'effectivement, il a beaucoup insisté sur l'aspect réflexion initiale et donc se poser les bonnes questions, le projet effectivement sous-jacent. Vous êtes plus dans la faisabilité, clairement. Et cette étape-là, elle est capitale parce que c'est bien l'assise, effectivement, la base de votre projet. Et c'est là, effectivement, à travers l'étude de faisabilité, que vous allez effectivement avoir un regard global du projet et ne pas oublier aussi bien d'avoir les incidences globales sur l'exploitation. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, enfin bon, la méthanisation a la vocation à être en synergie avec vos productions existantes. Elle n'a pas vocation à tout bouleverser, à tout remplacer. C'est bien des synergies qu'il faut valoriser. Et par contre, bien sûr, c'est un projet impactant. On a parlé des intrants. Il ne faut pas oublier aussi le digestat. Il ne faut pas oublier effectivement les assolements, bien sûr, liés à l'intrants. Mais le digestat, c'est un aspect important, tant dans dans les investissements, ne pas minimiser les ouvrages de stockage, etc. Mais aussi organisation des chantiers d'épandage, etc. Bon. Donc ça, c'est aussi des points à bien prendre en considération. Et puis, étude de faisabilité, ça permet aussi d'avoir les premiers éléments aussi de la synergie de votre unité avec votre territoire. Ne pas oublier ça aussi, parce qu'on part évidemment de l'unité et de l'exploitation. Une unité de méthanisation, elle a forcément un impact sur le territoire, ne serait-ce parce qu'elle produit de l'énergie renouvelable, enfin elle a plein de vertus aussi pour le territoire, mais elle a aussi elle est susceptible de poser aussi des nuisances éventuellement ou des oppositions. Et ça, de plus en plus, il faut les anticiper. Et ça s'anticipe effectivement en amont par une bonne réflexion aussi sur le site, sur l'organisation du site. Et ça aussi, nous, on insiste aussi beaucoup sur l'étude de faisabilité, de commencer aussi à bien s'imprégner de l'organisation que l'unité de méthanisation va avoir sur votre travail et sur l'organisation du site, tout simplement. Et ça, alors les dossiers, vous allez devoir faire des dossiers administratifs, installation classée, agrément sanitaire, qui sont des phases effectivement contraignantes et coûteuses, parce que voilà, faut mettre des. Mais c'est l'occasion aussi d'anticiper les contraintes que vous allez avoir au quotidien dans l'exploitation, et là aussi de se poser les bonnes questions en termes d'organisation. Et ça, c'est alors notamment au niveau sanitaire, il y a quand même des contraintes. En plus, essayer d'anticiper l'avenir, parce qu'une unité de méthanisation, elle peut évoluer. Hein, on sait bien que en déclaration, vous pouvez être à moins de 200 mètres des tiers, mais bon, si vous passez les 30 tonnes jour, vous êtes en enregistrement, les tiers, il faut qu'ils soient à 200 mètres. Bon, les gens voir que, voilà, par exemple, ça serait bien d'avoir l'unité de méthanisation à 200 mètres des tiers. Bon, c'est l'exemple un petit peu bateau, mais il faut y penser. Mais de même, et demain, vous avez aujourd'hui une ration peut-être très agricole en autonomie. On sait bien que des unités de méthanisation ont tendance à avoir des opportunités une fois qu'elles existent sur d'autres gisements. Et donc, se mettre en position d'être en capacité de recevoir autre chose. Mais ça veut dire des circuits, du transport, ça peut... Voilà. Des accès, voilà.
Donc il y a des choses qui s'anticipent, bon, sans évidemment que ça dérive, ça sert à rien de surdimensionner tout, etc. Il faut rester réaliste, mais il y a des choses à anticiper. Et aussi, en anticipation de façon importante au niveau installation glazée, c'est la gestion des eaux usées, des eaux souillées, les eaux qui vont ruisseler sur les zones de silos. C'est très important parce qu'on a une pression réglementaire sur la gestion de ces eaux. Et c'est des flux qui ne sont pas faciles à gérer parce que ça peut être des très gros volumes. Et ça s'anticipe. Parce que ça veut dire des circulations bien identifiées entre ce qui va être en eau pluviale, ce qui va être en eau à recirculer dans le digesteur, mais les volumes éventuellement d'eau souillée qui doivent aller dans des lagunes de décantation. Donc tout ça, effectivement, bien avoir ça à l'esprit dès le départ. Parce que on est focalisé sur la production et sur la rentabilité, ce qui est normal. Mais attention à avoir cette vision globale dès le départ, parce que c'est bien les bases du fonctionnement et de la pérennité sans doute de votre unité de méthanisation qui est en jeu, et également de sa pertinence au niveau du territoire. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Et c'est à travers l'étude de faisabilité qu'on arrive à avoir cette vision globale. Donc c'est important de s'ouvrir aux acteurs indépendants des constructeurs à ce moment-là. Les constructeurs, ils jouent un très gros rôle, mais voilà, ils n'ont pas forcément cette vision globale-là. Et c'est là qu'il y a des structures qui peuvent vous offrir cette vision globale. La personne qui vient de nous rejoindre, bonjour Jean-Marc. Donc l'association des agriculteurs méthaniseurs dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est Jean-Marc qui est présent aujourd'hui. Merci. Et je te laisserai la parole après. Juste, du coup, comment on fait aussi pour choisir son constructeur? Vous avez aussi des entreprises qui vous aident. Ça s'appelle des études AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, qui vont un petit peu comparer les différentes offres pour vous. Alors, je vais aller à l'essentiel. Ça peut être un peu frustrant parce que ils vont pas vous dire prends celui-là, elle est faite pour toi. Ils vont vraiment tout vous exposer point par point, les différences, et c'est à vous seul qu'appartient la décision à la fin. Vous avez évidemment le prix, le process, mais globalement les méthaniseurs, les constructeurs aujourd'hui, ils sont tous de qualité, ceux qui restent. Donc il y a aussi ce que vous voulez en faire après derrière. C'est-à-dire qu'en fonction des offres, vous avez, et c'est pas un secret de le dire, vous avez des planètes qui vendent du all inclusive, ou alors des autres constructeurs, des valeurs qui peuvent avoir plus de flexibilité sur ce que vous voulez à vous. Et ça, c'est vraiment à vous. Pareil, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en fonction de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez un truc le plus avec le plus délégué possible et avoir justement un seul interlocuteur, ou est-ce que vous voulez un petit peu brasser pour avoir plus de précision, plus de mobilité sur votre projet? Ça, c'est à vous de voir aussi, et c'est aussi ça qui va jouer en plus des offres constructeurs sur ça. Et évidemment, où est-ce qu'ils sont? Où sont les pièces détachées? Est-ce qu'elles sont à 1 heure de route, ou est-ce qu'elles viennent d'Allemagne? Les contrats de maintenance, les prix après dans l'exploitation, parce que vous allez avoir du suivi biologique. Il n'y a pas que le chiffre à la fin qui compte, il y a aussi tout le reste. Et ça, c'est important aussi au niveau de la proximité. Jean-Marc, je ne pense pas que tu me contrediras, mais c'est très important aussi le facteur confiance, disponibilité, et aussi tout simplement le facteur humain. Si vous sentez le gars en face de vous aussi, ça a une importance aussi. Bonjour, je vais me présenter, Sébastien Balu. Moi, je suis agriculteur en sud Mayenne, à côté de Château-Gontier. Donc, on a un projet collectif avec Sylvain et Fabien. On est 5 investisseurs, 5 exploitations, plus une ETA. Alors, nous, on est au tout début du projet. On est moins en avance que vous parce qu'on s'est rencontrés plusieurs fois entre nous, mais on a fait qu'une journée avec toi, Henri. On est vraiment au tout début. Donc, voilà, donc le salon tombe bien pour venir rencontrer certaines personnes. Nous, essentiellement, ça sera lisier bovin et cive en production principale. On n'est pas arrêté encore sur la production, ça sera entre 80 et 100 normomètres cubes. On n'est pas, on a aussi par rapport au réseau, on a une ligne qui va se créer près de chez nous. C'est là-dessus qu'on aimerait se connecter. Quand elle va être faite, ça se décide, mais voilà, on n'a rien d'arrêté. Donc on est au tout début. Donc qui allait voir en premier, on est là pour ça aujourd'hui. On va nous aiguiller, j'espère. Donc commencer par qui et dans quel sens aller, quoi. Peut-être la seule question que j'ai à poser aujourd'hui. Bon. Je pense que vous avez de la chance dans l'Ouest, c'est qu'il y a 2 structures qui peuvent vous accompagner, et conjointement, c'est les chambres d'agriculture
et l'association AILE. Il y a des complémentarités entre les deux. Hein, donc, ce qui est important, c'est d'abord, pour vous, c'est d'aller visiter. De vous faire des idées. Donc, prenez le temps qu'il faut. Ce n'est pas un tracteur que vous achetez. D'ailleurs, pour un tracteur, vous avez, quelquefois, il y a des gens qui vont en voir 10. Et ils vont passer 5 jours à tester le tracteur. Non, je pense que là, il faudrait plutôt passer 50 jours. Allez voir différents constructeurs. Ne soyez pas fermés. Ce n'est pas parce que le voisin a pris ceci. Voilà, faut surtout regarder. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez en plus la capacité de vous faire accompagner par, dans le cas des AMO, par des aides de l'ADEME qui vous permettent, surtout si c'est un projet collectif. Le projet collectif, il y a faire le truc, mais surtout préparer la confiance commune entre tous les apporteurs pour que ça finisse pas en sucette. Moi, je suis dans 2 projets collectifs. Je suis dans le compostage depuis 20 ans. On a vu tous les emmerdes qu'on pouvait avoir en commençant. On a dit, bah, ça va pas, ça, il faut qu'on... Si jamais il y a ça, si jamais il y a ça. On a fait et on a fait un règlement intérieur qui nous permet de ne pas avoir eu de soucis. Quand il y a eu un emmerde, on a pu le gérer. J'ai aussi mis un peu d'argent avec mes cousins dans un projet collectif. J'ai attiré leur attention dès le départ qu'il fallait qu'on ait un règlement intérieur qui soit strict. Et ça, dans le collectif, c'est fondamental. Donc, un projet d'injection. Et donc, c'est important. Ça, c'est le deuxième élément. Vous n'êtes pas loin de Laval. Il y a, si vous avez 1 ou 2, à mon avis, ça serait bien d'emmener 2 qui seraient peut-être plus amenés à y travailler en formation, de manière à aussi mettre toutes les chances de son côté, parce que c'est toujours mieux d'être capable de prendre soi-même les décisions que de demander à Tartampion ou de laisser quelque part les clés du camion aux autres, au constructeur ou à la personne qui te suit. L'important, c'est que c'est toi que tu comprennes et que ça fonctionne bien. Nous, sur la Bretagne, alors après, peut-être qu'on peut vous prendre en fonction des disponibilités. Sur la Bretagne, on a mis avec AILE et la Chambre ce qu'on appelle une formation tutorée, où là, c'est 12 jours. Par exemple, moi, j'ai embauché quelqu'un qui va devenir un de mes associés. Et ben, il fait la formation tutorée de manière à ce qu'il se forme. Il va voir chez un parrain. Voilà. N'hésitez pas non plus peut-être à solliciter il faudra peut-être qu'on réfléchisse à des schémas type Vivea, par exemple, de faire des formations croisées. C'est-à-dire, vous voulez passer 1 semaine ou 10 jours chez un gars à travailler. Il y a peut-être des choses comme ça aussi à travailler. Surtout se former pour être acteur du dossier. Ensuite, n'hésitez pas à aller voir non plus, dans le cadre notamment financier, vos syndicats d'énergie. Ça, je suis aussi dans le syndicat d'énergie. Ça peut être un accompagnement intéressant, à la fois par rapport à tout ce qui va être peut-être demain sur le message à passer sur votre dossier, sur un accompagnement, voire peut-être, dans certains cas, ils prennent des prises de position, des participations financières qui sont neutres. Syndicat d'énergie, voilà. C'est la collectivité et qui vient vous accompagner aussi. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas enfermés en disant on se bloque tout ce qui est extérieur. Non, faut se dire comment je passe économiquement, est-ce que mon projet, voilà. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut poser. Et surtout, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir les voisins, mais un à un, pas la peine de faire une grande messe, parce que là, vous avez, tout à l'heure, j'avais encore je m'excuse, mais un corneau là, qui d'eau et rivière, qui est toujours d'accord avec moi quand je suis en face de lui et qui attaque tous mes collègues, et qui est capable de, s'il y a une réunion publique, de venir polluer. Donc allez voir vos voisins en amont, surtout qu'ils ne découvrent pas. Ils ne découvrent pas, vous leur parlez, et puis vous pouvez peut-être les prendre par voiture. Vous en prenez 3 ou 4 et vous les amenez voir des sites, ce que vous sentez important, mais surtout faites pas un quart. Parce que quand il y a un virus, tout le monde peut l'avoir dans le quart. Donc les virus, il vaut mieux les... Moi je suis éleveur de cochons, la quarantaine d'abord avant de rentrer les cochons. Donc surtout, et voilà. Et puis peut-être aussi, je vous le dis comme ça, parce que c'est arrivé dans 2 ou 3 endroits où on a eu des soucis de montage de dossier. Il y a un gars qui finalement, il a envie de participer. Bah, donnez-lui 3 points. Ça ne coûtera rien, parce que l'autre, après, il peut devenir un opposant. Et en fonction de la personne que c'est, ça, quelquefois,
faut se poser la question. C'est comment peut-être si c'est quelqu'un qui peut être intéressé, tu sens qu'au fond il a envie de faire quelque chose, ou alors d'ouvrir localement avec un mimosa sur 3 ou 4 points. Mais n'hésitez pas à faire ça, d'être ouvert. Ça sera que positif. Et puis en construction, on n'a jamais assez de stockage. Ça, retenez ça. Donc faites quelque chose de cohérent avec une marge de sécurité, avec 20 ou 30 normomètres cubes, mais ne faites pas un truc avec un objectif de 300 normomètres cubes et démarrer à 120. Vous verrez ça en temps et en heure plus tard. Et faites quelque chose d'abord qui gagne correctement sa vie. Et surtout, moi en collectif, mettez-vous les astreintes. Il faut vous définir. Par exemple, on est 5 en injection sur Nézin. Moi, je bosse pas. J'aurais dit dès le départ que j'avais déjà mon site de Cogé. Je peux pas. J'ai déjà 45 semaines par an full. Ils sont par contre par groupe de 2. Et donc, les 2 fonctionnent. Il y a toujours un qui est en capacité de réponse, d'intervenir sur le site. Il y en a 2 qui ont fait la formation tutorée. Et donc, qui ont la connaissance aussi. On a une jeune qui arrive et fait la formation tutorée. Ça, c'est très, très important de bien réfléchir à votre fonctionnement et que ce soit vraiment des décisions collectives que vous prenez. Et moi, le mot d'ordre que j'ai à dire, putain, étudiez et foncez. On n'a jamais eu un tarif de gaz comme aujourd'hui, avec une capacité de pouvoir installer, sécuriser nos exploitations. C'est vraiment, aujourd'hui, il y a une opportunité au monde agricole. Ce qui me fait, moi, je milite pour que ce soit les paysans qui soient les maîtres d'œuvre. Et malheureusement, je trouve notre monde agricole ne saisit pas la perche qui lui est tendue sur le domaine renouvelable. Voilà. Le gaz. En Cogé, malheureusement, je n'ai pas de solution. On essaye de se battre pour recréer quelque chose, mais à des fins vraiment d'éleveurs. Mais voilà, on essaye de se battre. Peut-être qu'on aura quelque chose, mais c'est difficile. Mais en injection, vous avez vraiment quelque chose qui tient la route. On a GRDF qui accompagne bien. On a la chance dans l'Ouest d'avoir toutes nos structures et je pense qu'il y a de la connaissance, la stabilité aussi dans le personnel. On a toujours les mêmes personnes qui ont l'expérience et surtout allez voir, discuter, prenez le temps d'aller. C'est pas 10 jours à l'extérieur, même tout seul, aller bosser chez un gars. C'est pas ça qui va vous coûter. Ça va vous rapporter. Voilà. Peut-être ça vous évoque certaines questions ou réactions. Pour vous forcer la parole, comme il y a un groupe une exploitation qui a parlé, peut-être Alexandre. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Alexandre Crublet, futur éleveur sur la commune de Cornu, au sud de Rennes. Et sur l'exploitation, c'est vrai qu'on a pas mal de gisements de fumier et de lisier. Et du coup, suite à ça, on discutait de le valoriser. Du coup, on est tout au début du projet. Mais on bloque encore un peu sur de la terre, donc de la surface, pour avancer sur le projet. Donc, mais on réfléchit toujours à ça et on suit le... C'est tout à fait la boucle un peu itérative que tu Ouais. disais. Est-ce que j'ai assez de gisement? Est-ce que j'ai la taille? C'est vrai que là, vous patinez un peu sur cette phase-là. Alors, si je peux vous donner l'expérience Alors, moi, c'est normal, j'ai plein de collègues qui sont venus m'en apporter parce que toutes sortes de déchets. Bon, est-ce que tu peux les traiter? C'était mis dans les champs et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de méthaniseurs. Mais là, par exemple, sur Nézin, donc il y avait 4 exploitations à l'origine. Aujourd'hui, il y a 10 apporteurs. N'hésitez pas à parler avec vos collègues. Peut-être à les ouvrir de manière minoritaire. Je vous dis tout à l'heure, les mettre à 5 points. N'hésitez pas, si ils ont des obligations de fausse, ils ont des obligations de ceci et cela, n'hésitez pas aussi à leur proposer des systèmes d'échange. Aujourd'hui, il y a des grilles, par exemple, sur les cives. On a des grilles de participation. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer de s'ouvrir. Vous gardez la main, mais eux peuvent être intéressés de dire je mets 2 ou 3 points, mais je n'ai pas envie de travailler. Je mets 2 ou 3 points, je sécurise, je fais tant d'économies. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est des gens qui sont venus pour nous dire je m'en fumier, je peux pas le mettre sur mes pâtures. Est-ce que vous pouvez pas me mettre du digesta sur 40 hectares?
et je vous amène l'équivalent en fumier. Et voilà. Et donc, ça fait venir. Vous allez voir Romain Marquet, vous n'êtes pas très loin, mais allez voir Romain, il vous expliquera que de 4, ils ont fini à 8, et de 8, ils ont la commune entière maintenant qui apporte. Voilà. Surtout parler au monde agricole et regardez si ils peuvent, vous faites chez vous, mais n'hésitez pas peut-être à les introduire d'une manière ou d'une autre sur une petite valorisation, ou alors peut-être même 2 ou 3 points, ou peut-être un petit schéma participatif pour eux. Faut s'ouvrir et ça sécurise votre gisement. Voilà. En fait, en début de projet, on a toujours peur d'en parler parce qu'on a peur de la réaction des autres. Mais en fait, ce que vous dites, c'est un tort en fait. Il faut d'abord en parler. Si vous dites tout à l'heure qu'il faut aller voir les voisins un par un, il ne faut pas qu'ils le découvrent par les autres. Ah non. Alors, il faut voir les voisins d'abord et après on en parle à tout le monde. Non, ce que je veux dire, en campagne, ça va très vite les ragots. Non, mais faut d'abord aller voir quelques collègues agriculteurs que tu as autour si tu veux sécuriser. Ou si vous êtes déjà mature, c'est pas un souci. Si vous êtes mature entre vous, d'abord, mettez d'abord vos règles ensemble. De savoir qui fait quoi, parce que n'arrivez pas le premier jour en appui. Au fait, qui est-ce qui fait la garde? Ah merde. T'as toujours un meneur qui fait le truc. Non, il ne faut pas un meneur. Il faut au minimum 3. Sur un collectif, il faut au minimum 3. Même avant que ça soit le bouton pour mettre en marche. Il peut y avoir des rumeurs sur le projet. Qui va voir le maire? Vous n'allez pas débarquer à 10 dans la mairie. Il faut savoir qui prend rendez-vous avec le maire pour que ça soit clair et que ça soit organisé. Rien que ça, c'est des règles de travail ensemble. Si vous avez des élus dans le groupe, c'est facile aussi. Mais... On a été voir le maire, mais à 4. Ah oui, mais... Non, mais peut-être que c'est bien à 4. Non, mais... Moi, j'ai des clients qui sont 55. Heureusement qu'ils ne sont pas venus à 55 voir le maire. Parce que là, ça ne marchait pas. Juste un exemple qui date de la semaine dernière il y a donc Sébastien Boudet qui a fait qui est un exploitant qui témoigne qui exploite depuis 7 ans. 7 ans et qui a restitué, on y était ensemble avec Henri l'année dernière un petit peu, qui a fait de la communication autour de son exploitation qui tourne depuis 7 ans. Il y avait une personne de Rivière de Bretagne, de Rivière de Bretagne, donc qui est une association, on va dire, véhémente sur le sujet de la méthanisation, on va dire ça comme ça. Et en fait, ce qu'elle a dit à la fin de la réunion, elle a dit mais c'est super, vous expliquez bien les choses. Non, elle n'a pas dit c'est super la méthanisation, elle a dit c'est super dans la manière dont vous expliquez les choses parce que c'est transparent et parce que la personne était là. Parfois c'est vrai, il y a des odeurs, mais on les gère comme ça. C'est vrai que parfois on peut salir un peu les routes, mais on essaye de faire ça. Enfin voilà, juste en transparence, pas de mensonge, de la transparence. Et c'est souvent l'absence. Enfin, vivons heureux, vivons cachés. Pour des projets d'énergie renouvelable au sens large et qui plus est avec la méthanisation, ça marche pas trop. La communication n'est pas du tout un gage d'acceptabilité. Ça dépend. Il y avait Mimi un jour qui m'avait dit un âne, on n'en fera pas un cheval de course. Donc indéniablement. Mais la communication est un gage de transparence. Et de toute façon, ils vont finir par l'apprendre que vous développez un projet de méthanisation parce que le permis de construire sera affiché à un moment. Et de fait, ils vont l'apprendre. Et s'ils l'apprennent d'eux-mêmes, ça va créer des tensions, ça va poser des questions. Vous tapez méthanisation impact sur Internet, je vous invite à le faire, ça fait peur. Donc la communication, quand elle viendra de vous, ça sera d'autant mieux. Et pareil, on vous en décide. D'ailleurs, GRD vous mettez à disposition avec des conventions certains sites. Visiter des sites, c'est facile, profitez-en. Si je peux reprendre la parole justement sur ce qui a été dit par rapport à l'acceptabilité sociale. Ah oui, pardon. Martin Gerbert, du coup, de la société S3D Ingénierie. On travaille surtout sur tout ce qui est technico-économique en méthanisation, mais on fait aussi de l'acceptabilité sociale sur certains points. Et la semaine dernière, on était à Guingamp pour une réunion publique sur l'acceptabilité sociale de plusieurs projets de méthanisation dans la région de Guingamp. Et en fait, on s'est rendu compte évidemment, il y avait beaucoup d'opposition au départ, beaucoup de véhémence. On a réussi à discuter. C'est beaucoup plus facile de discuter par des petits groupes ou directement avec une personne parce qu'il y a moins ce truc de recul où on parle de loin à quelqu'un qui est un intervenant, etc. Et en fait, il y avait des gens qui étaient très véhéments
uniquement parce qu'ils avaient peur de quelque chose, parce qu'ils avaient vu un méthaniseur de loin, qu'ils avaient vu des coulées, qu'ils voyaient que c'était qu'ils avaient l'impression que c'était sale, etc. Et en fait, juste le fait de leur rappeler la réglementation, qu'il y a un agrément sanitaire, que c'est un site classé ICPE, qu'il y a des contrôles, qu'on fait ceci, cela. Et en fait, leur expliquer que on fait bien notre métier, que les agriculteurs qui gèrent le site en fait sont compétents et qu'ils se sont formés et qu'ils savent ce qu'ils font, etc. C'est expliquer que c'est pas, vous savez que c'est pas du n'importe quoi ce que vous faites. Ça a beaucoup rassuré en fait la plupart des opposants qui en fait sont repartis le sourire aux lèvres en disant ok, bon bah je comprends mieux le projet à quoi ça sert, les externalités positives qu'il peut y avoir, que ce soit agronomique ou énergétique. Et puis surtout ce truc de, en fait oui, il y a une réglementation et l'État fait son rôle là-dedans, c'est pas le Far West. Voilà, c'était vraiment cet effet Far West qui faisait peur. Pour revenir, pour revenir sur ce que vous venez de dire, moi j'habite dans le Finistère et c'est vrai que en tant qu'habitant, quand on voit dès qu'il y a un problème de méthanisation, tout de suite c'est le créneau. Alors ça s'explique aussi parce qu'il y a 2 ans à Châteaulin, il y a eu un dégât. Ah bah il y a avant et après Jésus-Christ. Voilà. Et avant et après Châteaulin. Et c'est vrai que moi, vivant à Clorfouénan, vraiment au sud de Châteaulin, c'est toute la région du pays de Cornouailles qui avait plus d'eau, quoi. Donc c'est vrai que ça a traumatisé les gens, etc. Et après, c'est le problème des transports, soi-disant que ça amène beaucoup de tracteurs, etc. Et c'est là-dessus où il faut bien expliquer. Parallèlement à ça, moi j'ai travaillé, parce que maintenant je suis en retraite, mais j'ai travaillé en tant que directeur de service technique, donc collectivité, communauté de communes, dans le Tarn-et-Garonne. Et il y avait un projet qui a été mené par des agriculteurs. Et la première chose, ils m'ont contacté pour voir un peu comment ça se passait. Moi, je les ai introduits avec les élus, le président de la Comcom. Et on a fait des réunions publiques, mais comme vous dites, plutôt par petits groupes. Village par village dans un premier temps. Et après, on a fait, entre guillemets, une grande messe. Mais c'est passé comme une lettre à la poste, quoi. Alors, il faut dire aussi qu'ils voulaient faire du bio, ils sont restés sur du bio. Parce que moi, je voulais justement mettre mes produits de station d'épuration avec eux, et ils ont refusé. Je pense qu'ils ont bien fait pour rester en bio, justement. Prenez le temps d'aller les voir individuellement, parce qu'en fin de compte, quand il y a une association qui se crée, c'est souvent, comme ils ont dit, ils vont taper sur Internet et ils vont appeler aux rivières. Et là, il va y avoir une ou deux personnes qui vont être sensibles. Alors, pour avoir participé, par exemple, à la Chapelle-Neuve, on a un projet qui est attaqué. J'étais tout seul dans la réunion des opposants quand il y a une réunion officielle. Et il y a la moitié qui sont venus dire à la fin, Jean-Marc, on aurait fait mieux d'aller te voir avant, et ils ont démissionné de l'association. Bon, par contre, le verre était déjà dans le fruit, et il y en a 4 ou 5 qui ont continué et qui en font maintenant. Voilà. Alors, il faut réagir, il faut faire très attention. Moi, je prends souvent l'exemple de mes voisins où j'avais un chemin d'exploitation, je faisais de la poussière. Bon, à un moment donné, je leur ai dit que j'étais mangé chez eux, tout était fermé. Tu te dis, ouais, ils veulent pas avoir la poussière, donc je leur ai annoncé que j'allais faire une route dans mon champ. Ça, c'est surtout ces éléments routiers. Ça vous coûtera peut-être 50 000 balles ou 60 000 balles, mais détournez, évitez de passer devant les maisons. Vous pouvez pas savoir comment. Vous faites quelque chose, ah bah là on vous dit ça, il nous a écoutés. Hein. Montrez que vous faites quelque chose à leurs questions, à leurs réponses. Par exemple, s'ils vous disent on va voir, je vais faire un talutage et je vais mettre une haie, voilà. Ou ouais, tu vas mettre du digestat à côté, si c'est à côté des maisons. Si c'est un recoin, mettez de la sylvie. Mettez 1 hectare ou 2 hectares de sylvie. Ah, ils auront des fleurs. La sylvie, c'est une plante qui est une plante pérenne, mais qui va faire des fleurs pendant 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans. Moi j'ai par exemple présenté mon dossier. Alors, imaginez-vous, en 2008, c'était Céveso, un truc de gaz. Je l'ai présenté avec des bouquets de tournesol. Parce que j'ai mis des tournesols autour des maisons. Et ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu fous là ? Je mets du tournesol. L'idée étant de faire demain de le ramasser pour faire du carbone, pour mettre dans ma méthanisation. Et tu vas nous en mettre combien ? 50, 60 hectares. Ça sera en fleurs au mois d'octobre, septembre, octobre. Mais ça va être magnifique. Ils ont oublié le gaz, ils ont oublié le machin. Le tournesol est l'emblème de mon site. Et je l'ai dit avec des fleurs. Puis en plus, ça arrangeait des copains. Quand ils rentraient un peu tard à la maison, ils avaient le bouquet de fleurs à côté et maman était contente. Juste ce qu'on avait, on a dit qu'à midi, on allait terminer.
Il est bientôt midi. Je voulais juste vous dire un mot sur les subventions et après on est tous invités à boire un coup chez l'AMF. L'AMF. Alors justement hier c'était GRDF. On fait 50-50. Après si vous voulez chercher un GRDF, vous accueillerons avec plaisir. Bref, juste les subventions, important, un mot. Il existe de deux types. Un investissement, on vous donne de l'argent pour co-investir avec vous, c'est une subvention. Celle-là, vous pouvez presque l'oublier. Il n'y en a pas en Bretagne et il y en a en Pays de la Loire, mais si vous n'avez pas 0% de culture principale, oubliez-les. Donc, il y a par contre des subventions, des aides aux études qui viennent de l'ADEME. Ça, c'est un dispositif national avec des petites subtilités au niveau régional. Toutes les études peuvent être aidées dans un montant maximal de 70% de l'aide, qui en plus est en partie versé avant que vous décaissiez, donc ça peut avoir un intérêt. Tout ce qu'on a dit là, donc en collectif, étude de faisabilité, cette étude, non c'est vous deux, oui, en collectif, une étude de faisabilité peut être aidée à hauteur de 70%, qui va répondre à toutes les questions qu'a souligné tout à l'heure GRDF et la Chambre d'agriculture. Pardon ? Ça dépend, mais on va dire à l'affaire, on peut taper sur du 10-12 000 euros. Et en coût total, hein. Et en collectif ça peut monter, mais 20-25 000 c'est un plafond maximal, quoi. Et pour les collectivités, vous avez des aides à l'agence de l'eau là. Ouais, tout à fait. Donc voilà, bon, ça c'est un point. Et oui, totalement. Bah, c'est les aides de l'ADEME dont je parle là. Et après, sur toute la phase plus développement, vous avez aussi là des aides. Et là, c'est un peu des aides à la carte. C'est sur tout ce qui n'est pas réglementaire. Donc peut-être aider tout ce qui n'est pas du permis de construire, de l'ICPE et du plan d'épandage. Tout le reste peut être aidé. Donc les études AMO dont Anaïs parlait tout à l'heure, ça peut être aidé. AMO, c'est comparaison des constructeurs. Les études à la concertation. La concertation, c'est un métier, et c'est le métier. Alors, je ne savais pas pour S3D, mais je suis surpris que vous soyez là aussi. Mais en tout cas, la concertation, c'est un métier. Et c'est pas le mien, c'est pas celui d'ici. Donc, il a des agences de concertation spécialisées qui peuvent vous accompagner sur des questions quand ça chauffe un peu, ou même quand ça chauffe pas trop, mais pour justement les méthodes, comment faire, etc. Et ça peut être aidé aussi dans un montant de 70% de la facture. Pareil pour les études agronomiques, l'impact sur les cives, on en parlait, sur les parcelles, sur le bilan fourrager, tout ça, c'est un peu des grandes questions. Et en fonction des potentialités du parcelle, bref, il faut descendre un peu bas sur les potentialités du sol, les potentialités du gisement, tout ça, ça peut être accompagné aussi avec des activités via la Chambre d'agriculture, ils font ça très bien également. Tout ça, ça peut être aidé avec une seule condition, il faut que tout soit déposé en même temps. Ça, c'est un peu la contrepartie. C'est-à-dire que si jamais vous ne déposez pas tout en même temps, vous dites « Ah oui, au fait, j'ai oublié ça, capoute ». Donc voilà, mais tout ça, ça peut être aidé. Et pareil, l'étude je ne sais jamais sur celle qui vaut 11 000 euros, c'est l'étude détaillée de GRDF peut être aidée dans ce package. Par contre, il y a quand même deux conditions, tout déposer en même temps et que l'étude AMO soit nécessairement incluse. Vous ne pouvez pas que déposer une étude détaillée de GRDF. Et si vous avez des cives et des cultures dédiées, l'étude agro est obligatoire aussi. Mais en même temps, voilà. Et les études à la concertation ne sont pas obligatoires, sont fortement incitées, mais ne sont pas obligatoires. Il y a des montants maximaux, mais ils sont très larges. C'est très confortable. Ah, aussi, un point de vigilance, choisissez un bureau d'études pour faire tout ce qui est aspect dossier, qui ait pignon sur rue et qui soit réputé compétent. N'hésitez pas à discuter avec vos voisins parce qu'on a quand même encore un peu de diversité sur les bureaux d'études. Malheureusement, il y a des gens qui font pas trop leur boulot. Alors ça, c'est très important. Parce que quand vous emmenez un dossier où il y a des coquilles, où vous retrouvez le nom du dossier précédent dedans à la DDTP, ça fait un petit peu désordre. Autre élément, donc là je suis mauvais parce que je ne parle même pas de ma boutique. Au niveau de l'AMF, donc on a une cotisation donc, pour les porteurs de projets. C'est de mémoire 400 500 euros par an. Où vous avez donc la capacité. Comment ? Non, 500, 550. Mais donc, qui permet d'accéder à tous les fichiers. On a monté donc une association dans chaque région. Donc, quand vous adhérez, vous venez aux réunions AMB, quand vous êtes breton, vous allez aux réunions Pays de Loire. Là, vous rencontrez des collègues, vous pouvez échanger. Donc, c'est 3-4 réunions par an. Si vous adhérez maintenant, vous prenez date. Vous avez le 3-4 avril, on a la chance. C'est en Bretagne, notre Assemblée Générale. Elle sera à Liffré, chez les frères Gilbert, et il y aura d'autres visites qui seront faites. Et puis surtout, voilà, vous rentrez dans un groupe et vous aurez aussi des messages d'alerte
Donc les messages d'alerte liés à ceci, cela, une nouvelle législation. Et donc, et quand il y a des questions, il y a aussi un AMF tous, si c'est une question technique ou voilà, où vous posez la question à un interlocuteur. On a trois salariés, et donc vous posez la question sur le sujet. Voilà. Mais par contre, surtout, prévenez autour. Ne vous cachez pas. Il faut être fier du projet que vous allez mener. Prenez les gens autour, les uns après les autres. Faut pas faire les journalistes. Personnellement, j'ai fait venir les journalistes que le jour d'inauguration, 3 ans après mon début de démarche, et j'étais bien plus heureux comme ça que de mettre des sauces et des sauces et des sauces. Faites attention à ça, parce que là, ça peut déclencher de la jalousie. Donc, par contre, allez voir les voisins, travaillez à 1 km, 1,5 km. Posez-vous aussi, notamment quand vous êtes en groupe, quelle emmerde je pourrais avoir avec les voisins. T'as pas piqué les terres à celui-là? Est-ce qu'il pourrait pas nous faire chier? T'as pas mis du... Voilà, non mais, je vous dis, c'est tout con, hein. Mais pour peut-être le prendre à part, peut-être que si c'est toi qui as mis du lisier dans la cour du voisin, c'est plutôt toi qui le prends pour aller visiter. Voilà. Et le dialogue. C'est tout à fait vrai. Mais... On va aller boire un coup.